Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, commençons cette analyse, ce débrief du dernier match de pré-saison du Real Madrid du côté des États-Unis avec finalement la première victoire pour le Real Madrid, victoire 2-1 face à Chelsea. Deux buts marqués par Lucas Vazquez et Brahim Diaz respectivement, et du côté de Chelsea, un but de Nordi Madueke. Alors, commençons par analyser les deux 11 qui ont été proposés pour le match Real Madrid-Chelsea. Du côté du Real Madrid, nous avons Thibaut Courtois dans les buts, Lucas Vazquez, Militao, Rudiger, Fran Garcia, Mario Martin, Modric, Dani Ceballos, Rodrigo, Brahim Diaz et Vinicius. Du côté de Chelsea, nous avons Philippe Jorgensen, Reece James, Badia Chil, Colwill, Gusto, Latvia, Enzo Fernandez, Nkunku, Madueke, Maguiu et Raheem Sterling. Pour ce point tactique, nous n'allons pas vraiment traîner en longueur. On va pas se mentir, Ancelotti n'a pas pris trop de risques. Il a aligné une attaque à laquelle on est habitué. Brahim, Rodrigo, Vinicius. Et ça s'est vu, les trois se trouvaient facilement sur le terrain parce qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble. Il y a des automatismes qui ont déjà été créés et ça se traduit parfaitement par le but de Brahim Diaz. On a pu voir que Vinicius, sur son côté, voit l'appel de Brahim. Il lui donne le ballon dans le bon tempo. Brahim élimine Jorgensen et place la balle au fond du filet. Comment vous dire, pour moi, ça n'a pas été une grande prise de risque. On n'a pas vu Hendrik et Arda Güler hier parce qu'ils ont été analysés pour une surcharge. Ils seront présents bien sûr lors de la finale pour l'Atalanta, mais il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Au niveau de la défense, on ne va pas se mentir, Rudiger, Militao, ça part pour être la défense titulaire pendant toute la saison. On a pu le voir sur les deux derniers matchs. C'est pas totalement serein parce que oui, Rudiger est très solide, très ceci, très cela. Mais comme je le dis, Rudiger et Militao, pour moi, c'est deux profils vraiment similaires. Il n'y a pas ce défenseur capable de calmer et de jouer ce rôle de libéraux partiellement. Rudiger peut le faire. Est-ce que Rudiger va le faire? Je l'espère. Mais bon, c'est qu'une pré-saison. On ne va pas tirer de conclusions hâtives. Au niveau de la défense, Lucas Vazquez, pour moi, est en train de prouver encore qu'il peut être un latéral à qui on peut faire confiance, même si pour moi, Vazquez est plus à l'aise, plus haut sur le terrain. Pareil pour un Fran Garcia. Pour moi, c'est ça aussi le problème avec cette équipe du Real Madrid. Je trouve qu'il y a une incohérence. Comme lors de la dernière vidéo, j'ai tiré la sonnette d'alarme concernant le milieu de terrain, même si je sais que c'est juste pour la précision. Je tiens aussi à rappeler qu'au niveau de la défense, on a quand même deux latéraux ultra offensifs, tout en sachant que défensivement parlant, Militao n'est pas à son meilleur niveau et que Militao et Rudiger, c'est deux profils similaires. Donc tu peux quand même avoir un déséquilibre et ça s'est vu. On le voit que sur certaines phases, le Real Madrid est très prenable parce que hier, oui, le Real gagne, mais le Real concède énormément d'actions. On a de la chance que ce soit Raheem Sterling ou Maguiu ou Madueke. Mais face à des équipes qui sont plus tranchantes et plus sévères et qui ne vont pas tarder à te punir, comme par exemple le Milan AC et aussi le FC Barcelone, on a pu le voir, on n'arrive pas à gagner les matchs. Pourquoi? Parce que la défense centrale, pour moi, il n'y a pas ce joueur capable de poser le jeu, capable de vraiment occuper ce poste de libéraux partiel. On n'a pas ça. On n'a pas ça au niveau de la défense. Et ça, c'est un gros problème. Et aussi, quand tu alignes Vazquez et Fran Garcia, comment te dire? Non, non, il te faut. Si tu veux avoir un latéral offensif, il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, il te faut un latéral défensif. Quoi que tu veuilles jouer avec Fran Garcia, tu ne mets pas Vazquez sur le côté. Si tu veux jouer avec Vazquez, tu ne mets pas Fran Garcia sur le côté. C'est juste pour vous dire qu'il faut avoir une base défensive. Je sais que quand Mendy sera là, ce sera Mendy et Carvajal. Il n'y a pas de problème. On le sait tous. Dès que la défense va retrouver les vrais titulaires, ça va être autre chose. Mais moi, je dis juste au niveau de la rotation, il faudra faire attention pour ne pas avoir ce déséquilibre dans le jeu. Quand tu as deux latéraux ultra offensifs, il te faut une vraie couverture défensive. Et quand je vois que sur les phases de construction, c'est Modric qui est vraiment devant la défense, je me pose des questions. Mario Martin est trop sur le terrain et ça c'est un problème. Pourquoi Modric doit dézoner à ce point? C'est pour essayer de ne pas annuler Ceballos plus haut sur le terrain. Et c'est pour cela que je vais encore revenir là-dessus. Le milieu de terrain de la précision n'a pas été une bonne idée. Tu n'alignes pas Ceballos et Modric en même temps. Ceballos et Modric, ils s'annulent l'un l'autre. C'est pas
pas possible. Mario Martin est un très bon numéro 6. On a pu le voir dans les 2 premiers matchs. Lors de ce 3e match, je n'ai pas trop aimé Mario Martin. Pourquoi? Parce que sur les phases de construction, Martin était trop haut. Modric était celui qui était devant la défense. Je n'aime pas ça. Parce que oui, je comprends que ce que veut faire Ancelotti en mettant Modric très bas sur le terrain, c'est surtout une certaine phase de construction. Et c'est là que je veux aussi tirer une sonnette d'alarme aussi par rapport à ça. C'est que pour cette année, on va devoir s'attendre à avoir un milieu de terrain, comment je peux dire, très qualitatif, mais très peu dans la maîtrise. Parce que en 3 matchs, même si je sais que ce n'est pas l'équipe titulaire qui était là, mais en 3 matchs, on a pu le voir qu'il n'y a pas cette maîtrise du ballon au niveau du milieu de terrain. Et ça se traduit par le départ de Toni Kroos. Sans Toni Kroos, tu n'auras pas ce joueur capable de calmer, d'être le maître du temps, de temporiser, de vraiment contrôler le jeu de son poste étant. Parce que même quand je pense au titulaire, est-ce que Bellingham peut faire ça? Je l'espère. On espère que Bellingham, dans sa ligne de progression, il va avoir ce bagage capable d'être le joueur capable de maîtriser le tempo du jeu. Du côté de Fede Valverde, Fede, on le connaît surtout pour son intensité physique, c'est pas surtout sur sa maîtrise technique, on le sait tous. Et du côté de Tchouaméni pour moi, c'est un pur numéro 6 récupérateur, même si qu'il peut jouer plus haut, qui peut amener quelque chose de plus haut sur le terrain, mais je préfère bien plus Tchouaméni devant une défense. Kamavinga, oui, Kamavinga peut le faire, mais Kamavinga, c'est un joueur qui aime énormément percuter. Tu as besoin d'un joueur capable d'être calme dans sa tête, qui est capable de maîtriser le milieu de terrain. Et je pense que quand on regarde la base du milieu de terrain, on aurait pu dire que Modric peut le faire, mais non, Modric, c'est pas ce joueur. Modric, c'est plus un joueur qui peut accompagner l'attaquant. Et hier, hier, Modric a dû sacrifier, et je dis bien se sacrifier pour aller jouer plus bas afin de ne pas annuler Ceballos. Et ça s'est vu. Et franchement, ça se salue. Et pour vous dire que même quand il joue devant la défense, j'ai trouvé un très bon look à Modric. Mais j'ai trouvé énormément de déchets. C'est-à-dire qu'on voulait vite trouver les attaquants sans vraiment avoir cette maîtrise. Du côté de Chelsea, ça s'est vu. Enzo Fernandez avait énormément de temps pour faire ce qu'il voulait sur le terrain parce qu'il n'y avait pas ce joueur capable de maîtriser le tempo. Et ça c'est, j'espère que c'est juste que pour la pré-saison et qu'au niveau de la saison, on va retrouver Bellingham dans ses bottes avec un bon niveau de jeu. En tout cas, au niveau de la pré-saison, tout ce que je peux vous dire, c'est que le Real Madrid n'a pas pris trop de risques. Ça n'a pas été une très grande pré-saison. Quand même 3 matchs, 2 défaites et une victoire. Est-ce que je suis confiant pour la saison avec l'effectif qu'on a? Comment ne pas l'être? Maintenant, j'espère, et je dis bien j'espère qu'Ancelotti va garder ses jeunes parce qu'au niveau de la pré-saison, on a eu le temps de voir énormément de jeunes. Juan Martinez, Jacobo, on a pu revoir Alvaro González, on a pu voir Mario Martin qui a joué quasiment tous les matchs. On a vu des bons joueurs. Maintenant, j'espère qu'ils feront partie du groupe qui vont jouer la saison. Parce que je le rappelle, le Real Madrid a 7 compétitions. Et déjà, on va entamer l'une rapidement avec la finale directe face à l'Atalanta Bergame. Les joueurs titulaires reprennent l'entraînement du côté de Valdebebas aujourd'hui. Mais il faut vraiment que tout le monde soit à cela. Il faut vraiment avoir une profondeur de banc. Et c'est là que je vais commencer par parler de l'actualité du Real Madrid en parlant des potentielles arrivées et aussi d'un potentiel départ. Du côté d'un potentiel arrivé, j'entends parler de Romero. Romero du côté de Tottenham. Est-ce que c'est une bonne idée? Pour moi, oui. Mais il y avait une piste beaucoup plus intéressante à aller creuser, c'était la piste Aymeric Laporte. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, le Real Madrid a besoin d'un défenseur capable de jouer ce rôle de libéraux. Pas un défenseur qui est dans le duel physique, mais un défenseur intelligent. Est-ce que Romero est un défenseur intelligent? Oui, mais Romero est surtout connu pour son impact physique. Et c'est ça que je ne veux pas. J'aimerais que le Real recrute un nouveau défenseur parce que Alaba a repris l'entraînement individuel.
Mais Alaba n'a pas de date de retour fixe. On ne sait pas. Peut-être est-ce que le Real devrait attendre jusque l'année prochaine pour revoir Alaba sur le terrain. Est-ce que c'est très safe de faire ça? Non. Il faudra bien sûr recruter. Mais moi, j'aimerais recruter un joueur beaucoup plus intelligent comme Aymeric Laporte. En plus de ça, qui a un très bon bagage du côté de Manchester City. Aymeric Laporte, on le voit avec la sélection espagnole. C'est un joueur qui peut apporter énormément au Real Madrid. Pourquoi ne pas aller causer cette piste? Maintenant, on le sait tous, le Real est devenu un club assez radin au niveau de la tirelire. Ils ne veulent pas vraiment trop dépenser, je peux le comprendre. Mais pour moi, Aymeric Laporte aurait été une piste plus intéressante à aller causer. Et au niveau des potentiels départs, il est dit que Ceballos demande à partir depuis le début de la saison. Mais malheureusement, le Real n'a pris aucune mesure pour le vendre. À quoi ça sert de garder un joueur qui ne veut plus rester au Real Madrid, tout en sachant que du côté du milieu de terrain, Ceballos, c'est un profil qu'on n'a jamais su vraiment comment utiliser. Ceballos a la qualité pour être titulaire dans n'importe quelle équipe de Liga. Pourquoi pas ne pas ramasser un tout petit peu d'oseille avec Ceballos et ensuite investir ce même argent vers un autre joueur? Pourquoi pas même rajouter un tout petit peu pour aller chercher, pourquoi pas, un Aymeric Laporte? Pour moi, ça aurait été plus intéressant à causer. Mais bon, en tout cas, au niveau des transferts, des potentiels arrivés, des potentiels dépenses, c'est ce qui est en train de se dire. Moi, j'aimerais juste revenir sur une chose. Hier, il a été dit que du côté de Marca, que les coups francs appartiennent maintenant à Kylian Mbappé. Comment vous dire? J'ai envie de rire, mais en même temps, je me pose certaines questions. Il y a des profils au niveau du Real Madrid qui peuvent s'occuper de tirer les coups francs. Et je parle surtout de Rodrigo. On peut le dire, Rodrigo, il sait tirer les coups francs. Certes, il a énormément de déchets, mais Rodrigo, on le voit, il aime prendre les coups francs, il aime prendre ses responsabilités. Alors pourquoi pas ne pas les donner à Rodrigo? Quand j'entends que Kylian Mbappé va être le tireur attitré, je me pose certaines questions en fait. Je me pose énormément de questions. Pourquoi? Déjà, la première question, c'est pourquoi? Dans quel but? Parce que Kylian n'a jamais tiré de coup franc de sa vie. Du moins, s'il a tiré, il n'en a jamais mis un. Kylian, il peut tout faire sur un terrain, sauf tirer des coups francs. Alors, même un ballon de la tête, Kylian n'est pas bon de la tête, on le sait tous. Donc, pourquoi tu vas donner des coups francs à Kylian Mbappé? Pourquoi? Rodrigo peut s'en occuper. Vinicius, s'il travaille, il peut s'en occuper. Bellingham pourra s'en occuper et Valverde peut s'en occuper. Il est dit qu'ils ne veulent pas utiliser Valverde sur les coups de pied arrêtés parce qu'ils ont besoin de faire des Valverde aux abords de la surface pour les seconds ballons. On connaît tous la super frappe de Fede Valverde. Effectivement, je peux comprendre ce raisonnement. Jude Bellingham ne s'occupe pas des coups francs parce que Jude Bellingham est toujours très intelligent dans ses déplacements au niveau de la surface. Je peux le comprendre. À ce moment-là, redirige-toi vers Rodrigo. Ne va pas vers Kylian Mbappé. Si Vinicius est déjà le tireur attitré pour les pénaltys, j'ai pas de problème. À ce moment-là, les corners et les coups francs reviennent à Rodrigo, pas Mbappé. Parce que Mbappé, comme je l'ai dit, super joueur de football, top 1, top 2, top 3 des meilleurs joueurs actuellement au monde. Mais il faut être raisonnable. Il ne peut pas tirer les coups francs du côté du Real Madrid. C'est pas possible. J'espère juste que c'est une fausse information, qu'ils vont vite démentir et que je ne vais pas voir Kylian Mbappé gaspiller les coups de pied arrêtés du Real Madrid. Parce que les coups de pied arrêtés, on a pu le voir, c'est des atouts qu'il faut intégrer dans une équipe. On l'a vu du côté d'Arsenal, qui est l'une des équipes ayant marqué le plus de buts sur coup de pied arrêté du côté de la première ligue. Pourquoi? Parce qu'ils ont un entraîneur dédié à ça, avec des tactiques, qui travaille des systèmes, et ça paye. J'espère juste que c'est pas parce que le Real Madrid sait qu'ils ont de la qualité et ils se disent bon, les coups de pied arrêtés, on n'en a rien à faire. J'espère pas que ce soit le raisonnement. Pour moi, ça aurait été non, ça peut pas être logique au fait de base. Donc j'espère que c'est juste une mauvaise information. En tout cas, la famille, on ne va pas trop tirer sur cette vidéo qui est déjà trop longue. Donc dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la prison du Real Madrid. Quel jeune joueur vous a épaté au niveau du Real Madrid du côté de pour la pré-saison. En tout cas, on se retrouve pour la finale face à l'Atalanta Bergame. Sur ce, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix et en santé et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.